Un président empoisonné en plein banquet d'État, le palais plongé dans un chaos total, et une nation au bord de l'effondrement qui veut la peau d'Ibrahim Traoré. Derrière ce complot politique terrifiant se cache une vérité sinistre, prête à réveiller les démons du racisme et de la corruption. Le secret d'une nuit fatidique qui a failli anéantir un pays va vous glacer le sang. Ce soir-là, Ouagadougou respirait une ambiance particulière. Le palais présidentiel, illuminé majestueusement, était bondé de personnalités politiques, diplomates, journalistes et élites du pays. Au centre de la grande salle, le président Ibrahim Traoré dominait l'Assemblée par sa stature imposante et son charisme naturel. Il leva lentement son verre. Un silence respectueux tomba aussitôt sur l'Assemblée. Son regard parcourut lentement chaque visage présent, scrutant profondément, comme s'il cherchait à y déceler une vérité cachée. Puis sa voix puissante, claire et sans concession, résonna. Nous célébrons ce soir non seulement la souveraineté retrouvée de notre nation, mais également l'unité d'un peuple qui refuse d'être soumis à nouveau à l'oppression. Un murmure approbateur parcourut la foule, certains applaudissant, d'autres gardant un silence crispé. Ibrahim connaissait bien ces silences derrière l'élégance des smokings, derrière les sourires polis. Certains cœurs battaient au rythme trouble de préjugés et de rancœurs anciennes. Lui, fils de paysan devenu président, avait senti 1000 fois ses regards peser sur lui mépris, doute, haine parfois, mais jamais il n'avait cédé à la colère. Sa réponse avait toujours été la même: justice, équité, vérité. Il leva son verre une dernière fois, déclarant d'une voix vibrante que l'égalité ne soit jamais un privilège réservé à une élite, que chacun, quelle que soit la couleur de sa peau ou la terre qu'il a vu naître, ait le droit de vivre debout et libre. Il porta la coupe à ses lèvres, mais soudain, une douleur atroce traversa sa poitrine. Le verre éclata au sol dans un bruit sec, résonnant violemment dans la salle devenue glaciale. Ibrahim s'écroula, les traits tordus par une souffrance indicible. L'assemblée fut prise d'une panique immédiate. Cris et chuchotements horrifiés fendirent l'air. Le président est empoisonné, dans le chaos, au fond de la salle. Un homme à la silhouette mince se glissa furtivement vers la sortie, abandonnant derrière lui un tumulte de confusion et de terreur. Personne ne remarqua son départ. Personne, sauf Emmanuel Zongo, le ministre de la Sécurité, dont les yeux froids et impénétrables semblaient déjà savoir beaucoup plus qu'il n'aurait dû. C'était le début d'une nuit où la vérité allait révéler son visage le plus sombre, où les masques allaient tomber, et où Ibrahim Traoré allait devoir une fois encore lutter pour sauver l'âme même de sa nation. La salle du palais plongea instantanément dans un tumulte incontrôlable. Les invités, précédemment sereins et élégants, se bousculaient désormais avec angoisse, cherchant à s'éloigner du lieu de l'incident. Les gardes présidentiels, figés une fraction de seconde par l'incrédulité, reprirent rapidement leurs esprits et se précipitèrent vers le corps du président Ibrahim Traoré, désormais étendu sur le sol en marbre, inconscient. Appelez immédiatement les secours. Sécurisez les issues, hurla l'un des officiers en chef, sa voix dure résonnant comme un coup de fouet à travers la panique. Dans ce désordre indescriptible, le ministre de la Sécurité, Emmanuel Zongo, demeurait étrangement calme. Ses yeux scrutaient méthodiquement chaque mouvement, chaque visage paniqué, chaque tentative désespérée d'échapper à l'attention générale. Son regard s'arrêta un instant sur la porte arrière de la salle, désormais entr'ouverte. Il savait que quelqu'un venait de s'échapper par là, mais il ne fit aucun geste pour intervenir. Son silence disait bien plus que ses mots. Autour du président, les médecins personnels tentaient désespérément de stabiliser son état. L'un d'eux cria soudainement « C'est une toxine. Il a été empoisonné.
Il faut une assistance médicale d'urgence. » À ces mots, la réalité frappa les témoins avec une brutalité impitoyable. Le président Ibrahim Traoré, celui qui avait consacré sa vie à lutter contre les injustices, celui qui représentait le dernier rempart contre le racisme institutionnalisé et l'exploitation étrangère, venait d'être victime d'une tentative d'assassinat. Et cela signifiait une chose claire et terrifiante: quelqu'un à l'intérieur du gouvernement, quelqu'un de très proche, voulait détruire tout ce qu'il avait bâti. Dans les couloirs du palais, on murmurait déjà. Qui pouvait vouloir sa mort? Les soupçons grandissaient rapidement dans ce climat électrique. Les accusations implicites et les peurs anciennes ressurgirent violemment. Était-ce la haine raciale qui revenait sous une forme perfide, ou simplement la soif du pouvoir qui aveuglait certains hommes, alors que l'ambulance traversait la ville, emmenant Ibrahim Traoré entre la vie et la mort? Une certitude s'imposait. Cette nuit venait à peine de commencer. Et la vérité allait être encore plus sombre que tout ce qu'on pouvait imaginer. Le soleil brûlant de midi baignait la capitale d'une clarté implacable. Mais à l'intérieur du palais présidentiel, l'atmosphère restait glaciale et pesante. Samuel Cabor, imperturbable et méthodique, s'était plongé dans l'enquête avec une précision chirurgicale. Chaque élément retrouvé sur les lieux de l'empoisonnement était analysé minutieusement, morceau de verre brisé, prélèvement chimique, empreinte digitale. Rien ne lui échappait. Caboret savait que derrière les apparences trompeuses se cachait une vérité beaucoup plus sombre. Dans l'après-midi, les résultats des analyses toxicologiques tombèrent enfin. Le poison utilisé était une substance extrêmement rare, pratiquement introuvable sur le marché local. Caboret comprit aussitôt qu'il avait affaire à une opération méticuleusement préparée par des professionnels aguerris. Cette tentative d'assassinat était bien plus complexe qu'une simple affaire interne. Sans attendre, Cabor se rendit discrètement à l'appartement de l'employé disparu. Le serveur soupçonné d'avoir versé le poison dans le verre du président. En entrant dans le logement silencieux, une odeur âcre, presque métallique, saisit immédiatement ses sens. Tout semblait trop parfaitement en ordre, trop artificiellement rangé. En avançant dans l'appartement, son regard acéré détecta rapidement les détails suspects: une chaise renversée maladroitement redressée, une trace de sang à peine visible sur un tapis mal nettoyé. Cabor savait immédiatement ce qu'il allait trouver. Il poussa lentement la porte de la chambre, et ce qu'il vit confirma son intuition sombre. Le corps du serveur gisait là, sans vie, la mise en scène grotesque d'un suicide évidente à ses yeux experts. Cabor savait reconnaître la signature froide et cynique d'un meurtre maquillé. Quelqu'un cherchait à effacer définitivement toutes les preuves de l'attentat, avec une précision implacable. Cabor fouilla rapidement les lieux. Sous le lit, caché maladroitement dans un vieux sac, il découvrit une enveloppe discrète contenant des photographies compromettantes. Sur ces clichés, il reconnut immédiatement Emmanuel Zongo, le ministre de la Sécurité, discutant dans une ruelle obscure avec un individu identifié comme un agent étranger bien connu des services secrets. Le visage de Cabor se durcit aussitôt, les mâchoires serrées par la colère froide. Cette découverte signifiait clairement que le poison administré au président n'était pas seulement un acte isolé. C'était une déclaration de guerre silencieuse, visant à briser tout ce qu'Ibrahim Traoré représentait: l'indépendance nationale, l'égalité raciale et la souveraineté retrouvée. Cabor rangea soigneusement l'enveloppe. Il avait désormais la preuve irréfutable de la trahison. Mais il savait aussi que le véritable combat venait tout juste de commencer. La vérité approchait, mais elle serait encore plus explosive que tout ce qu'il avait imaginé jusqu'ici. La nuit enveloppait lentement Ouagadougou d'un voile épais. Samuel Cabor, déterminé et méthodique,
comprenait désormais que la menace ne venait pas seulement d'un ennemi lointain, mais bien d'un homme puissant, ancré au cœur du gouvernement Emmanuel Zongo, le ministre de la Sécurité. Il ne s'agissait plus seulement d'un soupçon vague, mais d'une vérité froide et tranchante, révélée par les photos accablantes qu'il venait de découvrir. Kabore savait qu'il devait agir vite et discrètement. Chaque minute écoulée rapprochait Ibrahim Traoré de la mort et plongeait davantage le pays dans une tension insoutenable. Le ministre Zongo, puissant et influent, disposait de ressources et de complices partout. Le moindre faux pas pourrait tout compromettre. Il quitta discrètement l'appartement du serveur assassiné, emportant avec lui les preuves essentielles de la trahison. Dans son esprit, les pièces du puzzle s'assemblaient clairement. L'empoisonnement du président n'était pas simplement un attentat, mais une tentative orchestrée pour fragiliser l'unité du pays, rallumer les haines raciales et les vieux conflits internes que Traoré avait passé sa vie à combattre. De retour à son bureau, Kaboré examina les dossiers confidentiels qu'il avait soigneusement réunis. Il découvrit alors que les connexions de Zongo avec des agents étrangers remontaient à plusieurs mois. Des rencontres secrètes, des flux financiers suspects, des ordres donnés en silence. Zongo préparait visiblement le terrain depuis longtemps. Kabore sentit une colère froide monter en lui. Cet homme, censé protéger la nation, avait choisi de trahir son peuple au profit d'intérêts étrangers. C'était une trahison double politique, mais surtout morale, visant à détruire l'espoir d'un Burkina Faso libre et égalitaire. Cependant, Kabore savait que ces preuves ne suffiraient pas à briser immédiatement l'influence de Zongo. Il devait agir avec prudence, tendre un piège parfaitement calculé pour que le ministre et ses complices se révèlent au grand jour. Il connaissait la dure réalité du pouvoir sans preuves irréfutables exposées publiquement. Tout pouvait être balayé d'un simple revers de main. Il se redressa lentement, le regard déterminé fixé sur la fenêtre donnant sur la ville silencieuse. La bataille qu'il s'apprêtait à livrer ne serait pas seulement judiciaire ou politique, ce serait une bataille pour sauver l'intégrité même du pays. Ibrahim Traoré avait consacré sa vie à combattre l'injustice, la haine et la division. Kabore, même s'il avait autrefois été son rival politique, savait que cette cause était juste, incontournable, cette nuit-là, sous le ciel sombre et silencieux de Ouagadougou. Kaboré prit une décision décisive. Il ferait éclater la vérité au grand jour, coûte que coûte. Mais il ignorait encore que le prix à payer serait bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. La lutte contre l'ombre venait de commencer, et elle allait changer à jamais le destin du pays. La nuit profonde recouvrait entièrement les rues désertes de Ouagadougou. Samuel Kabore, habillé sobrement, avançait silencieusement à travers les ruelles mal éclairées du vieux centre-ville, quelques heures auparavant. Il avait reçu un message anonyme, une personne souhaitait le rencontrer de toute urgence, prétendant détenir des informations essentielles sur l'affaire Traoré. Kaboré savait que ce rendez-vous était risqué, peut-être même un piège, mais il savait aussi qu'il ne pouvait se permettre d'ignorer une piste susceptible d'éclaircir davantage cette sombre affaire. Chaque pas dans la pénombre renforçait sa vigilance naturelle, ses sens aiguisés par des années passées dans l'ombre du renseignement. Le lieu de rendez-vous était un petit parc isolé, à l'écart des regards indiscrets. À son arrivée, Kabore aperçut une silhouette fine et élancée, l'attendant nerveusement sous un grand arbre. Il reconnut immédiatement la célèbre journaliste d'investigation, Amina Coulibaly. Son visage anxieux témoignait clairement de la gravité de ce qu'elle allait lui révéler. Sans perdre un instant, elle lui remit rapidement une petite clé USB, les mains tremblantes, son regard parcourant fréquemment les alentours avec une peur palpable. Kaboré sentit aussitôt la tension dans l'air s'épaissir davantage. Il connaissait la réputation d'Amina courageuse, déterminée, mais surtout
dangereusement proche des vérités les plus dérangeantes. Alors qu'il s'apprêtait à ranger la clé précieusement dans sa poche, un bruit sec attira son attention. À peine eut-il le temps de réagir qu'un projectile siffla tout près d'eux. Se logeant brutalement dans le tronc de l'arbre, Caboret comprit immédiatement qu'ils étaient pris pour cible par des tireurs embusqués. D'un geste rapide, il entraîna Amina derrière un muret de pierre. Alors que les tirs continuaient à pleuvoir autour d'eux, le silence paisible de la nuit venait d'être pulvérisé par une violence aussi soudaine qu'implacable. Cabor savait parfaitement qui avait donné cet ordre meurtrier, ceux-là même qui cherchaient à étouffer définitivement toute vérité, utilisant habilement sa connaissance du terrain. Il guida rapidement Amina hors du piège mortel, se faufilant habilement entre les bâtiments déserts et les ruelles sombres. Les tirs finirent par s'éteindre derrière eux, laissant un silence glaçant s'installer de nouveau sur la ville. Caboret réalisa alors que le danger était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Les adversaires auxquels il faisait face étaient prêts à tout pour étouffer définitivement les preuves compromettantes. Et il savait désormais avec certitude qu'aucune vérité ne serait révélée sans payer le prix du sang. Cette nuit venait de transformer radicalement la dimension de son enquête. Et la guerre silencieuse pour sauver Ibrahim Traoré venait d'atteindre un point de non-retour. Les tirs cessèrent brusquement, laissant un silence oppressant s'abattre sur les rues vides de Ouagadougou. Samuel Cabor, guidant la journaliste Amina Coulibaly, progressait rapidement, le souffle court mais maîtrisé. Son esprit tournait à plein régime, analysant méthodiquement chaque ruelle sombre pour leur offrir une issue de secours. La clé USB qu'Amina lui avait confiée pesait lourd dans sa poche, comme une promesse silencieuse et dangereuse. Il comprenait désormais pourquoi la journaliste était devenue la cible privilégiée des assassins. Elle détenait la preuve finale, le lien direct entre le ministre Zongo et les agents étrangers, impliqués dans la tentative d'assassinat du président Ibrahim Traoré. Derrière eux, des bruits de pas précipités résonnaient, signe que leurs poursuivants n'abandonneraient pas facilement. Cabor savait que ces hommes étaient entraînés, professionnels, prêts à tout pour récupérer les preuves compromettantes. L'affrontement direct n'était pas une option, il devait disparaître dans les ombres de la ville, se fondre dans l'anonymat, dans un mouvement rapide et précis. Caboret entraîna Amina dans un dédale de ruelles étroites et mal éclairées, évitant habilement les grands axes surveillés par leurs agresseurs. Mais chaque pas devenait plus lourd, chaque souffle plus difficile. La tension omniprésente semblait pouvoir éclater à tout instant. Arrivé devant un bâtiment abandonné, Cabor prit une décision rapide et instinctive. D'un geste autoritaire, il indiqua à Amina d'entrer. Le vieux bâtiment, sombre et délabré, leur offrirait une chance de se cacher temporairement, tandis qu'ils se réfugiaient dans l'obscurité humide et poussiéreuse. Cabor surveillait attentivement l'extérieur, guettant le moindre signe de mouvement hostile. Il perçut bientôt les silhouettes menaçantes des hommes armés qui fouillaient méthodiquement chaque ruelle, chaque angle obscur. Cabor sentit son cœur accélérer. Il savait que leur marge d'erreur était inexistante. Un simple mouvement maladroit, un bruit trop fort, et tout serait fini. Dans ce silence étouffant, il observa le visage d'Amina, marqué par la peur mais déterminé à poursuivre coûte que coûte cette quête dangereuse. Il reconnut en elle le courage silencieux qu'il admirait profondément. Cette jeune femme risquait tout pour révéler une vérité que beaucoup auraient préféré ignorer. Finalement, après de longues minutes d'attente angoissante, les hommes armés semblèrent abandonner leur chasse. Leurs silhouettes disparurent peu à peu, avalées par les ténèbres. Cabor savait que cette accalmie n'était que temporaire. Leur adversaire reviendrait bientôt, plus déterminé encore. Mais cette nuit lui avait enseigné une chose cruciale. La vérité qu'il cherchait à révéler pouvait ébranler tout un système corrompu, profondément ancré dans les sphères du pouvoir.
Le véritable combat venait à peine de commencer. Et il allait falloir désormais agir vite, très vite, pour sauver non seulement le président Traoré, mais l'avenir même de leur pays. À l'aube suivante, une tension inhabituelle régnait sur Ouagadougou. Samuel Kabore savait qu'il n'avait plus le choix. Il devait frapper vite, précisément, et sans aucune marge d'erreur. La clé USB d'Amina Coulibaly avait révélé des preuves accablantes, confirmant définitivement le rôle central du ministre Emmanuel Zongo dans le complot contre Ibrahim Traoré. Kabore ne pouvait pas attendre davantage. Chaque minute écoulée mettait en danger la vie du président, encore entre la vie et la mort, et risquait de permettre à Zongo de couvrir ses traces définitivement, avec une détermination glaciale. Il prit une décision audacieuse, organiser une conférence de presse inattendue, destinée à piéger Zongo devant l'opinion publique nationale et internationale. En quelques heures seulement, la salle de presse officielle fut prise d'assaut par des dizaines de journalistes intrigués et nerveux. La rumeur d'une révélation spectaculaire circulait déjà, provoquant excitation et anxiété parmi les observateurs présents. Samuel Kabore apparut calmement devant le micro, visage fermé, regard perçant comme jamais. Derrière lui, l'écran géant prêt à diffuser les preuves irréfutables de la trahison, dans un geste sobre et précis. Il lança la vidéo obtenue grâce aux documents fournis par Amina. Les images et enregistrements audio se succédèrent. Implacable. On y voyait clairement Emmanuel Zongo, échangeant secrètement avec des agents étrangers connus des services secrets. Des extraits audio sans équivoque confirmaient les arrangements financiers. Les ordres précis et froids pour assassiner le président Ibrahim Traoré et créer ainsi un chaos politique favorable à leurs intérêts. Dans la salle, les journalistes abasourdis écoutaient en silence, choqués par l'ampleur des révélations. Kabore, observant la réaction de chacun, comprenait que cette vérité brutale allait ébranler profondément les fondations du pouvoir. À cet instant précis, Emmanuel Zongo entra dans la salle, surpris et décontenancé par cette révélation inattendue. Son visage habituellement impassible laissa transparaître une peur incontrôlable, une panique profonde et sincère. Il savait que tout venait de basculer contre lui. Kabore, impassible, fixa froidement le ministre, mais ne prononça pas un seul mot. Il n'en avait plus besoin. La vérité exposée devant tous avait suffisamment parlé d'elle-même. Zongo, paralysé par la gravité des accusations, ne trouva aucune réponse pour se défendre, derrière la caméra, devant des millions de spectateurs désormais au courant de la vérité. Kabore réalisa qu'il venait de porter un coup fatal à ceux qui pensaient pouvoir détruire impunément l'unité et la souveraineté du Burkina Faso. Mais il savait aussi que cette victoire publique n'était qu'une étape. Le véritable ennemi n'était pas encore complètement vaincu. D'autres ombres plus puissantes, plus secrètes, se tenaient encore prêtes à frapper. Kabore ressentait, au plus profond de lui-même, que le combat était loin d'être terminé. Car désormais, il savait que pour sauver Ibrahim Traoré et l'avenir de son pays, il devrait aller plus loin encore, au cœur même du pouvoir. Quelques heures seulement après les révélations explosives de Samuel Kabore, la capitale du Burkina Faso plongea dans une atmosphère lourde d'angoisse et d'incertitude. Emmanuel Zongo, désormais isolé et sans appui, sentait chaque seconde s'écouler comme une condamnation. Pourtant, l'homme qui avait cru pouvoir manipuler impunément le destin du pays ne comptait pas abandonner si facilement. Avec l'énergie du désespoir, il tenta de mobiliser en secret ses derniers soutiens, ceux qui partageaient encore son ambition sombre et ses intérêts corrompus. Mais Samuel Kabore avait anticipé chaque geste du ministre déchu. D'une main ferme, il ordonna une surveillance étroite des déplacements de Zongo, neutralisant méthodiquement chacun de ses complices, coupant une à une les dernières voies d'échappatoire,
l'étau se resserrait inexorablement autour du traître, l'isolant de tout soutien, de tout échappatoire. Dans cette partie d'échecs à échelle nationale, Cabor jouait ses coups avec une précision froide et redoutable. Il connaissait bien les mécanismes du pouvoir, les stratégies de survie des hommes politiques désespérés. Il comprenait aussi que Zongo, piégé, allait commettre l'erreur fatale qui permettrait enfin de l'arrêter définitivement. Quelques heures après, une fausse rumeur circula soudainement dans les couloirs du palais présidentiel, annonçant officiellement la mort du président Ibrahim Traoré, toujours hospitalisé. Cette information soigneusement orchestrée par Kaboré déclencha exactement ce qu'il avait prévu, la panique, mais aussi une agitation révélatrice chez Zongo et ses derniers alliés. Sans réfléchir, le ministre déchu, persuadé que la voie vers le pouvoir suprême venait de s'ouvrir enfin devant lui, entreprit des démarches précipitées pour s'emparer du contrôle des institutions. Ce geste désespéré confirma définitivement sa culpabilité aux yeux de tous, permettant à Kaboré de dévoiler clairement ses véritables intentions aux yeux du peuple. Kaboré n'eut alors plus qu'à déclencher l'opération finale, une équipe spéciale, loyale et efficace, procéda à l'arrestation spectaculaire de Zongo, capturé en pleine tentative de prise de pouvoir, devant témoins et caméras. Les images de cette arrestation furent immédiatement diffusées, marquant la chute définitive de celui qui avait cru pouvoir détruire tout ce qu'Ibrahim Traoré avait construit avec tant d'efforts, tandis que Zongo était emmené sous bonne garde. Kaboré observa la scène avec une satisfaction mêlée de gravité. Il savait que ce coup décisif venait de protéger l'intégrité du pays et de préserver les valeurs pour lesquelles le président Traoré avait risqué sa vie, l'unité nationale, l'équité raciale et la souveraineté authentique du peuple burkinabé. Mais il savait aussi que le combat n'était pas terminé. Ibrahim Traoré, toujours entre la vie et la mort, devait encore être sauvé. Cabor comprit clairement que l'ultime bataille serait celle de la vérité absolue. Une vérité dont le prix serait sans doute encore plus lourd qu'il ne pouvait l'imaginer. La nation entière retenait désormais son souffle, attendant la révélation finale, celle qui déciderait du sort du président et du futur même du Burkina Faso. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus passionnants sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour d'autres histoires inspirantes de développement personnel et d'autonomisation.